Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal avec au sommaire une actualité plutôt chargée. Et pour nous accompagner ce soir, Stéphane Planchant, directeur de cabinet du vice-rectorat, également avec nous Madame la vice-recteure Nathalie Costantini. Bonsoir. 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 Alors ça y est, les épreuves du bac ont débuté. Cette année, 3795 lycéens et lycéennes vont passer leur bac. On verra comment vous abordez cette période cette année ici à Mayotte, tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on reviendra sur cette agression qui a eu lieu aujourd'hui, qui a donné lieu également à ce droit de retrait qui a été exercé par les agents administratifs de la préfecture. On en parle tout à l'heure avec vous Pierre, mais d'abord voici les titres de ce jeudi 16 juin. Suite à une nouvelle série d'agressions sur les routes du département ce matin, les agents du service administratif de la préfecture ont exercé leur droit de retrait. Ils réclament plus de sécurité au sein du département et le préfet Frédéric Vaux les a immédiatement rencontrés pour trouver des solutions. Le point dans votre journal. Et dans la matinée, un feu a détruit plusieurs bangas situés sur le terrain Batrolo à Kaweni. Si l'origine de l'incendie est inconnue, les soldats du feu ont pu maîtriser les flammes et aucune victime n'est à déplorer. Mais les conditions de vie des plus précaires dans cette zone augmente incontestablement les risques de drame. L'association Yes We Can It recevait cet après-midi les enfants du centre de loisirs AMPE Arc-en-Ciel. Une manière de les sensibiliser aux objectifs à la fois humanitaires et environnementaux des bénévoles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces enfants font de parfaits ambassadeurs. Reportage à la fin de cette édition. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le ramadan a débuté. Alors que beaucoup espéraient que celui-ci serait synonyme d'accalmie, l'on constate chaque jour qu'il n'en est rien. En attestent les bandes armées qui sévissent sur les routes du département. Ce matin, entre caillassage, carjacking, agressions et autres incendies de véhicules, la matinée a été terrible pour les usagers de la route. Et face à l'agression de deux de leurs collègues, les agents administratifs de la préfecture ont exercé leur droit de retrait. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Il était 5h30 ce matin à Tsararano lorsque les coupeurs de route ont commencé à s'attaquer aux automobilistes. 4 véhicules ont été abandonnés par leurs conducteurs et 2 autres incendiés par les malfrats qui ont une nouvelle fois dépouillé leurs victimes. Cet homme a évité le pire, mais son véhicule n'a pas été épargné. Mais ce matin, on a été pris on va dire, guet-apens quoi. Tous les automobilistes qui allaient vers Mamoudzouto ce matin, aux alentours des 5h30, 5h40 par là, après Tsararano. Donc je pense que la route a été barrée. Donc j'ai vu des gens qui paniquaient devant moi. Moi aussi j'ai paniqué. Mais heureusement j'ai pu faire demi-tour, mais malgré ça, ma voiture a été cassée et les 2 vitres de devant. Il y a ma femme qui me disait, il a vu le gars, il avait un fusil. Mais moi personnellement, j'ai pas vu parce que bon, j'étais occupé à faire autre chose. À faire demi-tour, j'ai pas vu le fusil, mais ma femme me disait, il a vu le gars, il avait un fusil, pareil, c'est un fusil de chasse. Plusieurs victimes sont à déplorer, tandis que dans la nuit, le Doukabé de Iloni a été cambriolé par plusieurs individus armés de tchombo et d'armes à feu. Un jeune voisin du village a été mis en joue et ligoté sur un des poteaux du terrain de football. Vers 8h du matin, 2 jeunes femmes quittant le lotissement Cime de Koualé à bord de leur véhicule se sont faites caillasser, agressées et dépouillées de tous leurs biens. Toutes 2 travaillent à la préfecture et leurs collègues ont immédiatement décidé d'exercer leur droit de retrait. Je trouve la situation actuelle un peu désastreuse car nous travaillons. Nous demandons à nous intégrer dans la société mahoraise et en fin de compte, nous subissons sans arrêt les agressions, les vols à notre domicile. J'ai eu ma voiture la semaine dernière qui faisait partie des 5 voitures brûlées, donc je n'ai plus de véhicule. Un véhicule que j'ai acheté cher ici à Mayotte en sachant que les véhicules sont très chers et je me retrouve à pied en prenant les taxis collectifs qui ne veulent pas s'arrêter où j'habite à cause des agressions. C'est un peu notre ras-le-bol qu'on veut manifester au préfet sans aucune agressivité. On est là juste pour lui faire comprendre aussi notre malaise par rapport à cette situation. Le ras-le-bol est réel et pour la première fois, les agents de la préfecture ont décidé de débrayer pour que des solutions soient trouvées face à l'insécurité. En effet, plus personne n'est épargné sur l'île et cela ne peut plus durer. On vient tous du nord et du sud pour venir travailler. Il y en a qui arrivent à destination et pas d'autres.
ce qui se passe, c'est qu'on pose des questions à des personnes, si vous êtes mahorais ou anjouanais. Si vous êtes mahorais, vous êtes agressé. Si vous êtes étranger, on vous laisse passer. Donc là, il y a la question à se poser, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors qu'on est à Mayotte. Les citoyens ont peur, d'accord? Là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les citoyens vont peut-être réagir. Et s'ils réagissent, ça va être vraiment violent. Donc, il ne faut pas que l'État attende que ça arrive là pour réagir. C'est maintenant qu'il faut réagir. Donc, je pense que c'est encore possible. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. À force de subir, la colère risque d'amener certains citoyens à commettre le pire. Tout le monde réclame donc des solutions rapides et efficaces avant que tout cela ne dégénère. Et donc, plus les jours passent, plus la population est dans l'attente de mesures concrètes censées résoudre la crise que traverse Mayotte actuellement, et principalement en matière de sécurité. Ce matin, Frédéric Vaux a donc répondu présent à la demande des syndicalistes de la préfecture. Ils ont ainsi débattu un long moment au sujet de la sécurité des agents de la préfecture, mais également de la sécurisation des abords du bâtiment. Les précisions avec Adèle Laurent. Le débat entre les syndicalistes de la préfecture et Frédéric Vaux a été constructif puisqu'il a abouti à l'approbation par le préfet des 14 demandes syndicales. Le secrétaire général du syndicat FO préfecture nous en dit plus. Parce qu'on a été écouté et entendu. Donc on a eu des propositions très favorables en faveur des agents de la préfecture. Donc on peut venir travailler sereinement. Entre autres, les aménagements des horaires de travail, la sécurisation aux abords d'enceinte de la préfecture. Dorénavant, dans l'enceinte de la préfecture, les portables devront être rangés et les sacs volumineux ne seront plus acceptés. Un travail va également être mené afin d'éloigner les vendeurs à la sauvette installés sur le parvis de la préfecture. Autre piste d'action adoptée, les agents finissant tard seront raccompagnés en taxi jusqu'à la barge. 14 demandes qui devraient donc aboutir sur des actions concrètes. Très réactif, ce matin le préfet a immédiatement répondu présent à l'appel des syndicalistes. Il y a à la préfecture une pratique du dialogue social approfondi et permanent. À partir du moment où les personnels avaient des demandes à exprimer, il était normal que je les rencontre le plus vite possible. Et par ailleurs, ces enjeux de sécurité sont des enjeux importants, donc il faut dialoguer là-dessus très vite. Et nous avons décidé que nous mettrions en place un système de suivi régulier de ces 14 points qui ont été examinés ce matin. Des mesures prises et un suivi qui sera entrepris, bien qu'initié par les employés de la préfecture. Les 14 pistes d'action adoptées constituent une avancée pour tout Mayotte, comme nous l'explique Abdou Hamada Ousseni. Le problème d'insécurité à Mayotte n'est pas un cas isolé pour la préfecture. Ça concerne tous les habitants de Mayotte. Donc aujourd'hui, s'il y a des mesures à prendre, ça va concerner tous les agents de Mayotte. Notamment, on a demandé à ce que il y ait d'éclairage au niveau des routes. On a demandé aussi à ce que on élague les arbres qui sont aux abords, on nettoie tout ça, où là les gens se cachent pour jeter des cailloux aux véhicules. Donc s'il y a des mesures à prendre, ça concerne tous les habitants de Mayotte et tous les agents qui travaillent sur Mamoudzou. La sécurité pour tous à Mayotte et le nouveau préfet tient à ce sujet à faire passer un message. Mon message, c'est détermination et engagement sur ce terrain de la sécurité. Je mesure depuis que je suis là combien nos concitoyens y sont sensibles et les réponses qu'ils attendent de notre part. La sécurité, une priorité. Les agents de la préfecture ont repris leur travail immédiatement après cette réunion. Mais décision symbolique, ils ne recommenceront à accueillir le public qu'à partir de lundi. Concernant la sécurité de tous les habitants de Mayotte, le préfet et les forces de l'ordre se sont réunis cet après-midi afin de faire le point sur ce sujet plus que sensible à l'heure où nous parlons. Et ce matin, nous recevions sur notre plateau Omar Tani, celui qui avait été violemment pris à partie par les différents camps au tout début de la crise des expulsés et s'exprime à nouveau sur la situation à Mayotte. Discret depuis plusieurs semaines, il reste très pessimiste sur la suite des événements et notamment quant à l'apaisement entre les différentes communautés. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Coésie.
Je discute souvent avec ces Mahorais. Je suis tout le temps avec les Mahorais. Il est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard de vouloir bien faire. Moi, l'appel que je lance, il faut continuer, mais pas dans ce sens-là. Les Anjouanais vont régler, les grands Comoriens de ce côté, etc. Il faut plutôt trouver une autre solution et c'est l'unité. L'unité et ensemble, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Quand ces expulsions, j'espère, cesseront bientôt, mais il va falloir qu'on s'assied, qu'on discute tous ensemble. Hein? Les ethnies que j'ai citées, j'aime pas dire la communauté comorienne parce que c'est pas la communauté comorienne, c'est tout le monde. Les ethnies, les Anjouanais, les grands Comoriens, les Moéliens, etc., tous ensemble, ceux qui seront là, on va essayer de bâtir une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses avec les Mahorais. Alors Pierre, on l'a vu, Omar Tani est très clair. Pour lui, les choses vont peut-être prendre du temps avant de s'arranger. Oui, alors il est relativement pessimiste. Maintenant, effectivement, on retiendra ce qu'il dit à la fin. Il faut rebâtir. Il faut à nouveau que les communautés puissent dialoguer ensemble et qu'on retrouve ce vivre ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, il parle de personnes qui vont devoir se mettre autour d'une table. Mais l'État aussi va le devoir et le fait. Et on le voit encore aujourd'hui. Le préfet Frédéric Vaux a apporté une réponse immédiate par rapport à ce droit de retrait qui a été exercé dans la matinée. Donc on voit aussi qu'il y a un changement et ça c'est important, c'est aussi ce que tout le monde attendait et c'est ce qui va permettre aussi cet apaisement. S'il y a ce changement au niveau de la politique et au niveau de la communication, parce que le préfet depuis qu'il est arrivé communique énormément, il envoie beaucoup de communiqués de presse, il répond à toutes nos questions à chaque fois, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Il y a eu des signes forts envoyés par l'État depuis qu'il est arrivé, envoyés par le gouvernement et par son représentant qui est le préfet à Mayotte. Donc voilà, donc ça c'est aussi important et c'est ce qui va aussi permettre cet apaisement entre les communautés. Parce que voilà, le droit va être respecté à Mayotte et à partir du moment où le droit sera respecté, on pourra être dans une logique où tout le monde sera un peu plus apaisé. Et pour certains, il paraît que c'est déjà tard, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que... Oui, alors oui, effectivement, il y a des personnes qui sont dans une optique où voilà, de toute façon, les expulsions ont commencé, elles se poursuivent tous les week-ends et l'État est là surtout pour essayer que les choses ne dégénèrent pas, mais semble complètement impuissant face à ça. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, il veut reprendre les choses en main et aussi sur l'insécurité. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est aussi et surtout là-dessus aujourd'hui que le préfet et que l'État est attendu parce que lorsqu'on voit ce qui se passe sur les routes, c'est quand même terrible. Le matin, vous allez travailler et vous faites attaquer comme ça sauvagement, c'est absolument terrible avec des personnes armées quand même. Donc forcément, là, il est très attendu, il répond. Maintenant, la situation est très complexe et comme on le dit, avec tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années et cette espèce de délaissement du jour au lendemain, on peut pas tout régler. C'est compliqué, le retard est considérable. Donc il essaye de faire ce qu'il peut avec ses moyens. Maintenant, c'est vraiment quand même très difficile. Il lance beaucoup de mesures, il est très très actif et en tout cas, on peut voir ce côté-là positif et se dire que voilà, on est en train d'aller vers le changement et un changement qui est somme toute radical et c'est quelque chose de positif et qui donne beaucoup d'espoir aussi. Donc c'est ça qu'on va retenir. Les Mahorais doivent donc s'armer de patience pour voir les choses. De patience, oui, maintenant il y a des choses qui se font immédiatement, donc effectivement la patience parce qu'il n'y a pas d'autre choix de toute façon, il faut laisser, on ne cesse de le répéter, les services de l'État faire ce qu'ils doivent faire, c'est pas aux citoyens de le faire à tous les niveaux, voilà, donc il faut faire confiance aussi maintenant à l'État. Il y a eu un changement de politique, effectivement, à une époque, beaucoup n'y croyaient plus, beaucoup se disaient que Mayotte était complètement délaissée, était perdue à 8000 km de la métropole et que tout le monde se moquait du sort de cette île. Aujourd'hui, il faut le dire, ce n'est plus le cas. En tout cas, si tant est que ça a été le cas, en tout cas aujourd'hui ça ne l'est plus. Et l'État a décidé de le montrer et vraiment ça redonne du baume au cœur à beaucoup de personnes et c'est très bien. Merci beaucoup Pierre et on continue avec cette réunion de travail qui a été programmée mardi à la DIECT entre les partenaires sociaux et Christine Pasquali, la directrice régionale adjointe et la responsable du pôle à travail. C'était sans compter sur les différents syndicats qui tous ont simplement boycotté le rendez-vous. L'ordre du jour de la rencontre étant le même que celui tenu lors de la rencontre au ministère le 3 juin dernier. Le président du MEDEF, Thierry Galarme, n'a ainsi pas jugé nécessaire de s'y rendre, un avis que partage le secrétaire départemental de Force ouvrière qui lui va même plus loin. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. Ce que nous contestons aujourd'hui, c'est le fait que dans ce véhicule législatif,
on va prévoir une autorisation pour le gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance pour adapter ce code du travail. Donc sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord. L'intersyndicale n'est pas d'accord sur ce point-là. Et il va falloir qu'on se mette d'accord pour dire que le code du travail va s'appliquer le 1er janvier 2018. Et s'agissant des adaptations, un simple décret en Conseil d'État suffira pour adapter ce code du travail aux spécificités et aux réalités du département de Mayotte. Nous, on ne veut pas être dupes dans cette affaire-là. Nous, on veut savoir la réalité des choses. Et la réalité des choses, nous, c'est l'application pure et simple du droit commun. Et à noter qu'un préavis de grève vient d'être déposé au sein de la société Sodifram, lequel devrait prendre effet à compter du lundi 27 juin. Et dans la plateforme revendicative envoyée à la direction par le syndicat EFO, figurent notamment les salaires, les chèques déjeuner ou encore la rétrocession des congés depuis 2013 jusqu'aujourd'hui. Et dans la matinée, un incendie très impressionnant s'est déclaré dans les terrains appartenant à la famille Batrolo. En se propageant, les flammes ont détruit plusieurs bangas. En l'espace de quelques minutes seulement, les soldats du feu sont rapidement intervenus et aucun blessé n'est à déplorer. Mais en raison de la configuration des lieux, l'intervention a une nouvelle fois été compliquée. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Como. L'épaisse fumée noire a affolé les dizaines de personnes qui vivent entassées sur ces terrains. Le feu s'est rapidement propagé, mais l'intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser les flammes, comme l'explique le lieutenant-colonel. Donc nous avons été appelés il y a environ une demi-heure pour un violent feu de Banga où nous nous trouvons actuellement. L'origine évidemment n'est pas encore déterminée puisque les opérations de lutte ne sont pas terminées. Ce qu'on peut dire à cette minute, c'est que le feu est contenu, il ne se propage plus. Notre préoccupation maintenant est de rentrer dans le corps de bâtiment ou de structure afin de vérifier s'il n'y a pas de personnes coincées qui représenteraient des victimes potentielles. Impossible en effet de déterminer les raisons de cet incendie. Pour l'une des personnes vivant tout près, la panique a été réelle, même si personne n'a été blessé. yarendenisena kawaka watu shindiri toa watu pia kamoni shindiri toa na wana tio zinyumbani za vua beri ya Mungu kawasi muturu kamba amun babo manafanya jitihadi swafi ukamba arzuo watu arkala wewe na nyumba zo. Les soldats du feu ont une nouvelle fois dû intervenir dans des conditions très difficiles. Une routine pour ces hommes et ces femmes qui sauvent des dizaines de vies chaque jour. Comme hélas nous en avons l'habitude, les conditions d'intervention sont rendues particulièrement compliquées d'une part par les accès et ensuite par l'absence de points d'eau. Ce qui retarde évidemment notre action et qui favorise le développement du feu. Pas de points d'eau, des câbles électriques à même le sol, des bonbonnes de gaz en plein air. Les conditions de vie sont des plus précaires sur ce terrain. Et si le pire a pu être évité, les risques de drame sont permanents. Et je vous propose maintenant d'aller faire un tour du côté du reste de l'actualité de ce jeudi 16 juin. C'est donc parti pour l'actualité en bref. Mayotte accueille actuellement le général Lucas, commandant de la gendarmerie Outre-mer. Objectif, mettre en place le plan global de sécurité dévoilé par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve le 2 juin dernier. En effet, le plan prévoit un redéploiement et un renforcement des effectifs de gendarmerie ainsi que la création de nouvelles brigades. En matière d'immigration clandestine, le préfet Frédéric Vaux possède 3 mois pour articuler les forces et les moyens dont il dispose. Et cette venue du général doit également permettre d'aider cette mise en place. Mardi, le préfet a d'ailleurs organisé une réunion avec les maires des différentes communes, annonçant notamment que des référents dans chacune des mairies feront prochainement leur apparition. Leur rôle sera de vérifier la véracité des attestations d'hébergement avant remise de titres de séjour. Ces référents travailleront en étroite collaboration avec le bureau des étrangers de la préfecture
et veilleront ainsi à une rationalisation de l'immigration à Mayotte. Et concernant la lutte contre l'immigration clandestine, les opérations de contrôle se multiplient sur le département. Au cours des 6 dernières semaines, 92 opérations ont ainsi été réalisées et 750 étrangers en situation irrégulière ont été amenés au centre de rétention administrative en vue d'être reconduits à la frontière. Du côté des opérations liées à des situations d'urbanisme illégal, le préfet a proposé hier l'organisation d'une réunion avec les services de l'ADEAL en vue de réaliser un inventaire des situations et de mettre notamment l'accent sur les zones à risque naturel. La préfecture indique que des rencontres régulières auront lieu entre le représentant de l'État et les élus afin de poursuivre le dialogue sur ces questions très importantes. De quoi confirmer que le changement de politique sur le territoire s'amorce bel et bien. Mardi 14 juin, la manifestation contre la loi travail a à nouveau dégénéré à Paris. La ministre Georges Paul-Langevin déplore les dégradations commises boulevard des Invalides et condamne fortement celles qui ont endommagé l'hôpital Necker qui accueille et soigne des enfants malades. De son côté, le ministère des Outre-mer, rue Oudinot, n'a pas été épargné. De très nombreuses vitres ont été brisées et les caméras de vidéosurveillance saccagées. De violents slogans ont également été tagués sur les murs, dont l'un fait directement référence à Mayotte. Pour la ministre des Outre-mer, ces agissements sont indignes, injustifiables et vont à l'encontre des valeurs de notre démocratie. Georges Paul-Langevin en appelle donc à la solidarité, au dialogue et au respect de tous. Alors, je les annonçais au début de ce journal, Stéphane Planchant, directeur de cabinet au vice-rectorat, et madame le vice-recteur, Nathalie Costantini. Avec vous, on va parler du bac qui a débuté et sur lesquels beaucoup d'élèves sont en train de plancher. 3795 cette année. Il y a 3800 élèves candidats qui passent le bac cette année, c'est 10% de plus que l'an dernier. C'est important parce que, alors que le chiffre national est à peu près stable, le chiffre à Mayotte augmente significativement, plus 10%. Et pour ces 3800 candidats, c'est un moment important, c'est un rituel de passage un petit peu, c'est un moment, un jalon important dans la vie et qu'il faut vivre pleinement. Et ils sont encadrés ils vont être corrigés, surveillés par un peu plus de 1000 enseignants que nous tenons à remercier là maintenant, qui vont s'occuper de les surveiller puis les corriger un peu plus tard. Alors cette année, les épreuves, on a commencé avec la philo hier avec des sujets assez particuliers. Pouvons-nous toujours nous fier, je sais plus. Alors on en reparle tout à l'heure. Alors les sujets... Oui, il y avait des sujets sur le travail, il y avait des sujets sur la mémoire, sur l'histoire, et il y en avait 2 sur le désir. Il y avait 2 sujets sur le désir. Alors comment ils ont été abordés? Est-ce que vous avez eu des retours d'élèves, de lycéens sur ces matières? Non, pas encore. Pas encore? Certains lycéens sont sortis en disant qu'ils étaient très heureux, désolé pour la voix, qu'ils étaient très contents, que c'était des sujets d'actualité et qu'ils se sentaient d'en parler. Alors justement, parlant d'actualité, on a vu ce qui se passe en ce moment avec toutes ces violences qui se produisent. On a vu également ces coupeurs de route qui agissent tôt le matin. On sait que des lycéens partent très tôt de chez eux pour se rendre dans leurs établissements respectifs. Comment vous abordez ça? Est-ce qu'il y a des personnes dans les lycées qui sont là pour notamment recueillir des témoignages ou des choses comme ça? Ou alors, pour l'instant, ce n'est pas forcément ce qui est mis en place? Oui, il y a un dispositif de sécurité qui se développe en 3 points, si vous voulez. Le premier, qui est propre à l'éducation nationale, c'est la mobilisation de toutes les équipes mobiles de sécurité, des agents de prévention et de sécurité devant les centres de déroulement d'épreuves, mais aussi ensuite des centres de correction. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante et qui est relativement inédite, c'est en coordination avec la préfecture, la gendarmerie et la police, c'est de mettre en place un système de patrouille qui circule dans tout Mayotte, le nord, le sud, le centre, mais également Mamoudzou, et qui a pour objectif à la fois de sécuriser le transport scolaire des élèves et des candidats qui viennent passer les épreuves, des correcteurs, des personnels qui viennent surveiller ou corriger les épreuves, mais également plus largement du coup de la population en général. Alors on l'a vu l'année dernière, Mayotte au niveau des résultats, donc il y a eu 69,8% d'admis. Est-ce que cette année vous espérez faire mieux? Comment ça se passe? Comment vous avez abordé cette année, sachant les résultats de l'année dernière? Écoutez, on espère chaque année que les choses se passent de mieux en mieux. Nos élèves travaillent beaucoup.
les conditions ne sont pas toujours faciles pour eux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un moment important et c'est un véritable sésame. Alors, les enseignants essayent d'utiliser des méthodes qui sont de plus en plus liées au présentiel, mais aussi d'utiliser d'autres moyens, c'est-à-dire le numérique. Et nous allons développer dans les établissements scolaires les ENT, les environnements numériques de travail, pour permettre, en dehors des temps de présentiel, de pouvoir garantir la continuité d'un travail entre des adultes et des jeunes, même si ça ne se fait pas directement grâce au retour dans la classe. Merci beaucoup, Madame Vice-Recteur Nathalie Constantini et Stéphane Planchon, directeur de cabinet. Juste un petit chiffre peut-être. Alors, un petit chiffre, je pense en particulier aux 40 élèves handicapés qui passent le bac cette année avec des aménagements de temps de travail. Et puis un grand chiffre, Mayotte a 10 centres de correction, 3800 candidats. Ça s'inscrit dans un ensemble national de plus de 700 000 élèves candidats, de 4500 centres de correction. Et puis, le bac actuellement, il se passe dans 85 pays. Et Mayotte participe de cette francophonie. Alors qu'on attend les résultats avec impatience. Et on a confiance en eux. Merci beaucoup. Et cet après-midi, les élèves du centre de loisirs AMPE Arc-en-Ciel à Mamoudzou ont pu visiter les locaux de l'association Yes We Canet. Après avoir été sensibilisés dans un premier temps à l'importance du tri pour l'environnement, les jeunes ont pu cette fois découvrir le rôle exact que joue cette jeune association. Un moment de partage pour ces jeunes ambassadeurs qui ont très vite compris le double objectif recherché par Yes We Canet. Reportage signé Pierre Bellucci et Nathanaël Quignon-Fleuret. À l'écoute et curieux d'en apprendre toujours plus, les jeunes du centre de loisirs AMPE Arc-en-Ciel ont pu visiter Yes We Canet. Un second contact avec cette association qui entre dans la logique éducative et civique portée par la directrice du centre. Et donc toute l'année, on travaille principalement avec du matériel de récupération. Donc ils sont déjà particulièrement sensibles à la récupération, les parents aussi. On a eu l'occasion de travailler avec un illustrateur sur la récupération de matériel de recyclage. Donc voilà, c'est un projet. Et puis l'aboutissement avec l'association Yes We Canet pour faire découvrir aux enfants que les déchets, c'est pas forcément quelque chose de négatif, qu'il peut y avoir du positif qui sort des déchets à Mayotte. L'association éco-solidaire Yes We Canet permet aux habitants d'acheter des denrées alimentaires à un prix très réduit, complété d'un apport en canettes usagées. Par exemple, une boîte de sardines coûte 40 centimes plus 30 canettes. Un concept qui allie l'humanitaire à la défense de l'environnement. Et les plus jeunes restent les meilleurs ambassadeurs de ce genre d'initiative citoyenne. C'est dès le plus jeune âge, je crois qu'il faut faire ça, dans les écoles. Et là, il se trouve que c'est un centre aéré et qu'on a fait quelques actions avec les maternelles de la MPE. Et il y a une institutrice et il y a la représentante, la directrice du centre de loisirs à qui je vais passer la parole. Mais il est bien évident qu'effectivement, on va essayer de généraliser ces actions pour que les plus petits passent effectivement le message à leurs parents et aient des bonnes attitudes pour le futur, bien entendu. Un double objectif humanitaire et environnemental que ces enfants ont parfaitement assimilé. En effet, ils sont devenus experts en ce qui concerne le tri des déchets. D'abord, on doit ramasser les déchets pour rendre plus propre notre île. Par exemple, l'aluminium, ça se prend dans les roches, les pierres. On ne va pas tout le temps aller en prendre et on va garder la nature jolie. Il y a le métal, le verre, le plastique et voilà, c'est tout. On met dans les poubelles de différentes couleurs. Il y a la verte qui est pour le verre, la bleue c'est pour le métal, la jaune c'est pour le plastique. Pour ce qui est de la mission humanitaire, là encore les enfants ont tout à fait compris l'objectif poursuivi par l'association. On va aider Mayotte et les pauvres et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter à manger. Et au moins, on aidera des personnes. Ils aident les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour aller dans des grands supermarchés. Ils demandent des canettes pour les trier et un peu d'argent. Sinon, ils ne pourraient pas faire de magasin. Je dois demander à mes parents si je peux leur donner quelque chose pour que le magasin il puisse continuer et un jour devenir un grand supermarché pour tous les pauvres du monde. Avant de s'attaquer au monde, l'association souhaite généraliser le concept sur l'ensemble de l'île.
Un partenariat avec Eco-Emballage est d'ailleurs en pourparlers, tandis que des poubelles Trio devraient être installées devant les locaux de l'association. Et ce n'est là qu'un début. Une très belle initiative donc. Et avant de nous quitter, un mot, Madame Vice-Recteur Nathalie Constantine, sur ce que vous venez de voir dans ce reportage. Écoutez, moi je suis ravie de voir ce genre de choses et je trouve que, en effet, par rapport à tout le journal et à ce que vous avez présenté, c'est quand même bien le signe de quelque chose qui avance et d'un point positif quand on entend ces enfants parler, qui parlent de solidarité, qui parlent d'environnement, de respecter leur espace et leur territoire. Je pense qu'on doit continuer à s'engager pour voir l'avenir autrement. Donc je suis ravie de ces activités-là. Et nous avons reçu hier les jeunes reporters de l'UNSS qui ont fait aussi un travail dans ce sens. Et je crois que si toutes les générations s'y mettent, les choses vont bouger. Merci beaucoup Nathalie Constantini, et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OM5, à retrouver également en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Omar Tani. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il accueillera à l'occasion des 30 ans de la formation le vice-président national du MEDEF section TPE et PME, Thibault Langsad. À 7h30, la parole sera donnée à Annie Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, frère également de Tariq Ramadan. Et enfin, à 8h, ce sera au tour d'Olivier Nouveau, avec qui il sera question de tennis. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain.